bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre troisième, alors mardi, mercredi, jeudi, troisième matinale. Aujourd'hui dédié à les économies d'eau dans l'industrie, avec un cas concret d'une cementerie à Marseille. Qui nous expliquera un peu qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ensemble avec aussi une association, les Gamars, euh, à Valendol. Deux mots très rapides sur la série, hein. La série c'était tourné avec le soutien financier de l'Agence de l'eau, de la Société Canal de Provence et de Rotary Club Toulon. Et les matinales voilà, sont soutenues pour l'agence et l'SCP. Donc, ce matin, on va voir cette petite vidéo ensemble. Il y a avec nous l'Adréal, comme je disais, représenté par Pascal Jobert, Lamine Chaba pour la Farge et Isabelle Dor pour l'association Les Gamars. Donc voilà, voilà, simplement vous rappeler que notre série est déjà complétée, disponible sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur la playlist Ça coule de source. Il suffit d'aller taper sur YouTube FNEPACA, Ça coule de source et vous allez trouver toutes les vidéos que vous pouvez repartager si jamais vous avez des collègues qui pourraient être intéressés. Et d'ailleurs, il y a aussi toutes les enregistrations des matinales qu'à fur et à mesure je publie sur notre chaîne YouTube aussi. Donc voilà, matinale, pareil, on tape matinale, ça coule de source, on retrouve toutes les vidéos, on retrouvera, hein, le temps de les télécharger, monter, télécharger. Voilà, elles sont à disposition de tout le monde. Euh, je vous rappellerai les autres épisodes plus tard. Simplement vous rappeler pourquoi, voilà, vous avez là dans les images des espèces animales, végétales, etc. Parce qu'on cherche toujours de rappeler que des économies d'eau, comme on verra aujourd'hui dans un système économique, en fait, ça c'est des économies de portefeuille aussi, hein. Mais c'est des économies aussi de ressources. Et des ressources qui manquent à nos milieux. Donc, on cherche toujours de faire la connexion entre c'est très bien de faire des économies monétaires, etc. Mais voilà, grâce à ça aussi, on arrive à avoir plus d'eau dans nos milieux et donc garantir que la vie de ces cours d'eau s'épanouit et se déroule naturellement comme il devrait. Donc, sans perdre trop de temps, je lancerai la vidéo, comme ça on peut la regarder ensemble. Et après, voilà, interpeller un peu les personnes qui ont parlé de la vidéo et échanger ensemble. Les règles sont, voilà, vous les connaissez, hein, gardez le micro coupé pour l'instant. Et si vous avez une question, vous pouvez lever la main virtuellement. On passe du coup à la vidéo. Attendez, hop. On estime autour de 9% des prélèvements d'eau. Alors, attendez, excusez-moi, je vais partager la vidéo bien. Hop. Là, c'est là, ok. Voilà, pardon. On estime autour de 9% des prélèvements d'eau en France destinés à l'usage industriel. Cela revient à environ 43 millions de mètres cubes par an pour les principales industries des Bouches-du-Rhône dépendantes du système hydraulique Durance-Verdon. 43 millions de mètres cubes, soit 17 200 piscines olympiques. Économiser cette ressource n'est donc pas qu'un enjeu financier pour les entreprises. Il s'agit également de maîtriser leur dépendance dans un contexte de raréfaction liée, entre autres, au dérèglement climatique. Dans notre région, l'État a mis en place un dispositif de partage de l'eau en période de stress hydrique, en invitant les acteurs du territoire, et notamment les industriels, à se donner les moyens de le mettre en œuvre de manière préventive. Après une introduction consacrée à la réglementation de ces usages de l'eau, une fois n'est pas coutume, c'est à une cimenterie appartenant à un grand groupe industriel que nous laissons la parole dans cet épisode. L'objectif ? Mieux appréhender les leviers à disposition et la législation à destination des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, en vue de restreindre leur consommation d'eau. Nous avons la chance en Provence d'avoir un aménagement hydroélectrique sur les deux rivières que sont la Durance et le Verdon. Et cet aménagement hydroélectrique draine à peu près entre 3 et 5 milliards de mètres cubes par an. Il
Il s'appuie sur deux grands barrages que sont Serponçon qui fait 1,2 milliard de mètres cubes et Sainte-Croix qui fait 800 millions de mètres cubes. Ces deux aménagements permettent l'alimentation de 80 000 hectares d'irrigation, c'est-à-dire environ 1,2 milliard de mètres cubes. 250 millions de mètres cubes sont consacrés à l'eau potable et 120 millions de mètres cubes sont consacrés à l'activité industrielle. Le reste, c'est les débits réservés pour les milieux. Suite à la sécheresse de 2022, où le lac de Serponçon a perdu quand même 17 mètres, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un outil pour gérer cette ressource en eau qu'on appelle ressource stockée. Et ce qui a conduit les 6 préfets de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à signer en commun ce qu'on appelle un arrêté cadre pour se mettre d'accord sur la façon d'utiliser cette ressource stockée quand la sécheresse ou la pénurie fait qu'il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. C'est en fait un arrêté hors la situation de crise extrême, mais c'est un arrêté qui permet, comme le dit la loi, de concilier tous les usages. Alors il dit aux industriels, vous devez démontrer que vous avez mis en place le maximum d'économies possibles pour que votre process soit le plus optimal. De deux choses l'une, soit vous avez démontré cela, et c'est ce qu'on appelle un plan de sobriété hydrique, et à ce moment-là, vous n'êtes pas soumis aux règles de restriction de l'arrêté cadre, soit vous ne l'avez pas mis en place, et à ce moment-là, vous êtes soumis comme tout le monde aux règles de restriction de l'arrêté cadre. Le plan de sobriété hydrique n'est pas obligatoire. Donc, soit ils ont fait un plan de sobriété hydrique validé par les inspecteurs des installations classées, et à ce moment-là, elles ne sont pas soumises aux restrictions de l'arrêté sécheresse, soit elles ne l'ont pas fait, et à ce moment-là, elles sont soumises aux restrictions de l'arrêté sécheresse qui, lui, est intransigeant, c'est-à-dire c'est 10% au stade de gravité sécheresse alerte, 20% au stade de gravité d'alerte renforcée, et ça peut être une suppression d'activité en situation de crise. Donc les industries ne sont pas véritablement menacées en Provence par un manque d'eau. Alors tant qu'elles sont alimentées par l'aménagement du Rance-Verdon, par le lac de Serponçon ou le lac de Sainte-Croix. Cela étant, globalement, le GIEC, les projections du GIEC et les modélisations hydrologiques qui sont faites dans le cas d'Explore 2 montrent qu'on aura des débits estivaux qui seront quand même réduits d'une trentaine de pourcents. Donc à un moment donné, tous les mètres cubes économisés seront bas. L'usine de la Malle est exploitée depuis 1958. On extrait des matériaux depuis cette carrière que vous voyez derrière moi. Après l'exploitation de cette carrière, on achemine les matériaux vers l'usine où l'on fabrique du ciment. Dans le process cimentier, nous utilisons l'eau pour le refroidissement des installations de manière générale, mais également dans le cadre du process de l'usine de la Malle à la granulation de la matière. Nous estimons utiliser entre 200 et 300 000 mètres cubes d'eau chaque année. Nous avons notre arrêté d'autorisation qui nous limite à une consommation maximale de 300 000 mètres cubes d'eau par an. Depuis 2023, nous avons mené des études en interne pour mettre en place un plan de sobriété hydrique pour justement diminuer nos besoins en ressources en eau et notamment durant les périodes de sécheresse. Nous avons décomposé le plan de sobriété hydrique en différentes phases. Une première phase avec des systèmes de comptage d'utilisation d'eau pour faire un état des lieux sur nos besoins et nos consommations. Une deuxième phase avec la recherche et l'optimisation en vue de trouver de potentielles fuites sur notre réseau, parce qu'il faut savoir que de manière générale, 20% de l'eau est perdue en alimentation partout en France. Et la dernière phase, c'est tout simplement le recyclage de l'eau. Donc ça peut être le recyclage des eaux de process, le recyclage des eaux de refroidissement ou encore le recyclage des eaux de pluie. L'origine de l'eau utilisée sur site provient du système du Rance-Verdon. Donc nous sommes alimentés par le canal de Provence. Nous avons réussi à diminuer d'environ 35% nos prélèvements d'eau dans le canal de Provence. Si on parle de difficultés concernant la mise en place de ces sections, oui, il y en a eu. Ce sont principalement des difficultés, je dirais, financières, puisque entre le moment où on fait une recherche pour un projet
qu'on le chiffre, qu'on demande un financement et que par la suite on le mette en place, il se passe généralement entre 6 et 18 mois. Donc ça peut prendre énormément de temps. Les personnes dédiées à ce plan de sobriété hydrique sont tout simplement le responsable environnement. Donc pour le site de la Malle, c'est moi-même. Et nous avons également une aide qui est apportée donc en centrale par le groupe, mais surtout une grosse collaboration avec les acteurs extérieurs, comme certaines associations environnementales, qui nous motivent et qui nous aident dans ces projets. En marge de son plan de sobriété hydrique, la cimenterie de la Malle travaille également en collaboration avec des associations environnementales locales, le syndicat gestionnaire Yvonne Cotier et Galade et la mairie de Septem-les-Vallons sur les débits de leur rejet d'eau. En installant une nouvelle pompe, elle a pu trouver une meilleure régulation afin que les débits des rejets restent dans une fourchette de 30 m3 à 90 m3 par heure, plus proche d'un fonctionnement naturel et donc plus respectueux des écosystèmes du ruisseau. Bons marqueurs biologiques et bioindicateurs de la qualité de l'eau, les gamards sont présents en nombre dans les égalades. Ce petit crustacé en forme de croissant est facilement observable, à tel point qu'un collectif citoyen qui s'organise autour du ruisseau a décidé d'en prendre le nom. Vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de source. Et voilà. Et alors, hop, alors, je ferme la vidéo. Et ce petit bestiole s'appelle Gamard. Alors, attendez, je reviens. Hop, tout le monde me voit. Voilà. Alors, j'avais une petite question pour Lamine, du coup. Euh, je veux dire, comment jouer en fait les arrêtés sécheresse c'était la prise de conscience où vous avez déjà été confronté auparavant et la décision a été prise à un moment donné. Voilà, comment ça marchait en interne déjà? Voilà, c'est la législation qui vous a poussé vers ça ou quand même vous avez. Voilà. Alors, déjà, je tenais juste à préciser quelque chose pour vraiment apporter quelques éléments complémentaires. Nous avons d'un côté tout ce qui va être consommation d'eau sur l'usine, prélèvement en eau pour l'usine, etc., qui font partie d'un périmètre, donc qui font réellement partie du périmètre d'autorisation et qui sont soumis aux arrêtés sécheresse, etc. Et de l'autre côté, on a la partie carrière où on voyait ces fameux gros lacs où en fait, dans cette ressource-là, qu'on monopolise dans le bassin versant, elle est à la suite redistribuée dans le ruisseau des Égalades. Donc, c'était vraiment les deux dissociations qu'il fallait faire. Pour la partie usine, pour répondre à votre question, la prise de conscience, je pense, a eu lieu il y a déjà quelques années, bien avant la parution des nouveaux arrêtés sécheresse, bien avant la parution de l'arrêté ministériel, il me semble, de 2023, relatif notamment au plan de sobriété hydrique pour les industriels, puisqu'en fait, nous faisons partie d'un groupe qui pilote tout un tas d'indicateurs, donc au niveau international. Et déjà, il y a quelques années, on avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'effectivement, on prélevait quand même beaucoup d'eau dans le canal de Provence. Quand je dis beaucoup d'eau, ça pouvait varier entre 270 000 m3 et 300 000 m3 chaque année. Voilà. Et bien qu'il y ait d'autres cimenteries qui prélèvent 3, 4, 5 fois plus, ça peut arriver partout en Europe. Nous, on a décidé en tout cas en interne de réaliser une étude. On appelle ça une étude HFAX. C'est une sorte d'arbre des causes pour identifier pourquoi on prélève autant d'eau. Est-ce qu'il y a une surconsommation? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc., etc. Et donc, je dirais, ça a débuté aux alentours des années 2022. Donc, dès 2022, on a fait un état des lieux. On a mis en place tout un tas de choses pour justement anticiper bien avant la parution de cet arrêté. Je dis bien avant, mais c'est un an avant.
Oui. Voilà, Mais je vois exactement. effectivement que 2022 revient tout le temps, que ce soit dans Oui, l'agriculture et tout, dans toutes les vidéos. En fait, 2022, vraiment, on a touché avec main qu'est-ce que ça pourrait être le futur. Et probablement, c'est là que tout le monde a pris conscience, en fait. Et je c'est vois ça. que c'était pas, c'était le cas aussi pour les industries. Tout à fait. Et puis, il faut pas se le cacher aussi, hein, la réglementation, elle évolue et les industriels restent en veille constamment sur, on va dire, l'avenir, sur les choses qui vont être mises en place, etc. Et plus tôt on commence, mieux c'est finalement. Hmm. Ah oui, c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux s'adapter qu'arriver à des moments de crise, hein, d'attendre Exactement, c'est comme ça. faut faire. Et qu'est-ce que vous avez, du coup, actuellement, après que la vidéo était tournée, il y a eu des difficultés, il y a des choses à Euh, faire avancer, je sais pas, comment alors, ça va aujourd'hui? Voilà. alors, pour tout vous expliquer, donc entre 2023 et 2024, on a rénové environ 1,5 km de notre réseau. Il faut savoir que notre réseau d'eau, hein, date des années 1981. Et entre la livraison, donc entre la station de livraison de l'eau et l'usine, on a environ 3 km de conduite enterrée, en fait. Exactement. Et donc, comme vous doutez bien, avec des conduites datant des années 80, je veux dire, les fuites sont inévitables. Donc là, ce qu'on avait réalisé entre 2023 et aujourd'hui, c'est la rénovation totale de ce réseau-là. C'est 3 Donc, kilomètres, du coup. ouais, 3 kilomètres exactement. Donc, en deux phases. Une première phase d'environ 1 km, 1 km 5 entre notre réserve et l'usine. Et la deuxième phase qu'on a finalisée, il me semble, en juin 2025, là, il y a à peine quelques mois, pour le tronçon entre la station de livraison et notre réserve. Ok. Donc là, on est sur 3 kilomètres de conduite totalement rénovée. Mhm. Et on est également en train de travailler avec le Canal de Provence sur un autre projet en parallèle euh, pour, euh, pour rassurer une livraison de l'eau de manière plus efficace et plus économe aussi en énergie. Ok. Parce que voilà, l'idée, on a écouté dans la vidéo, de lisser un peu le débit qui avant se faisait intermittente par Alors ça, ce PLC. Non. sujet-là, ce Ah, sujet-là, c'est sur la partie carrière où on ah, alimente le ruisseau des Égalades. C'est vraiment deux sujets ouais, à dissocier, hein. très séparé. Ok, ok, pardon. Voilà. Là, c'était vraiment sur la partie usine où jusqu'à présent, on avait des pompes qui alimentaient une réserve et on va travailler justement sur ces pompes-là qui alimentent notre réserve pour qu'elles soient plus économes, mieux dimensionnées pour le réseau. Ok. Et la mine, tout dernière question. Si on devrait conseiller à des industriels qui doivent se mettre dans le plan sobriété hydrique, justement pour éviter d'encourir dans des sanctionnements, entre guillemets, Mhm. restrictions plutôt, euh, après avoir passé ces années un peu dans les papiers, le terrain et tout, est-ce qu'il y a des conseils, des erreurs de dire là, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais préféré faire ça. Il y a quelques. Voilà. Alors, je pense que le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, je pense qu'il faut solliciter les bonnes personnes pour essayer de trouver des financements et euh, comment dire, essayer de faire avancer les sujets finalement avec également d'autres acteurs externes. Voilà, nous, ça a été le cas sur l'alimentation du ruisseau. Bien entendu, on a travaillé avec Épage. On a également travaillé avec le collectif des Gamards. Donc, il faut être aussi à l'écoute de son environnement, je pense. Ok. Mais quand tu dis les bonnes personnes, à niveau du financement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'agence de l'eau? Qu'est-ce que c'est Par un exemple, interne? Par exemple, ça peut être, quand je parle de financement, c'est principalement des financements externes. Donc, comme vous le disiez, l'agence de l'eau. Il peut y avoir également des sociétés spécialisées qui peuvent aider les industriels à monter des dossiers de financement qui seront à la suite proposés à l'agence de l'eau. Ça peut être ce genre de choses.
Parce que c'est des dossiers un peu lourds, Ex- un niveau de C'est des bureaucratie. dossiers, c'est un peu- ça, c'est des dossiers un petit peu lourds. Et puis, comment je pourrais dire? C'est des dossiers aussi qui parfois rentrent dans le scope des aides de la Chance de l'eau, mais finalement, on n'a pas cette connaissance assez précise pour faire rentrer certains projets dans ces financements. Ok, parfait. Et si vous avez des questions, je parle pour les gens qui sont en ligne, vous pouvez les écrire dans la chat, hein, et moi, voilà, je les lire, je pourrai les lire. Sinon, je continue. Une petite question à Pascal, à Jobert, de l'Adréal. Pascal, comment ça va dans notre région en général? Combien en pourcentage d'industriels ont adopté ce plan de sobriété hydrique? Tu as des données, plus ou moins Alors, on a fait une grosse opération il y a un an et demi de cela, spécifique de contrôle, parce qu'il faut savoir que les plans de sobriété hydrique, on ne les voit que quand il y a un contrôle ICPE. C'est-à-dire que c'est pas une demande systématique à tous les industriels de fournir leur plan de sobriété hydrique, c'est quand l'inspecteur ICPE va aller voir qu'il leur demande s'ils l'ont fait, et à ce moment-là, il l'inclut. J'ai pas de pourcentage, hein, mais lors de cette grosse opération, je crois que c'était lors de 150 industriels pour lesquels on avait obtenu les plans de sobriété hydrique. C'est au fur et à mesure que alors les contrôles ICPE se font. Donc se font aussi pour d'autres raisons que les raisons, les raisons d'eau, hein. Alors après, c'est vrai que la météo a été plutôt favorable ces 2 dernières années, ce qui fait que les contrôles liés à l'accélération des contrôles sur les plans de sobriété hydrique n'ont pas été nécessaires parce qu'il n'y avait pas de restrictions, en tout cas sur la ressource stockée, liée à la situation hydrique. Ok, parfait. Alors, il y a une petite question pour la mine, j'imagine. Dans la même lignée, qu'est-ce qui facilite ou freine le changement de pratique par les industriels, à part la recherche de financement, si j'ai bien compris? Alors, il peut y avoir surtout, j'ai envie de dire, l'état de l'art sur telle ou telle pratique. Par exemple, dans certaines industries, il y a des process qui sont particuliers. Et donc, finalement, lorsqu'on a un process très particulier et qu'on consomme une certaine quantité d'eau, il peut être très difficile et très long de, d'essayer de trouver une solution pour réduire cette consommation-là. Ok, Donc, il y a vraiment aussi l'état de l'art qui rentre en jeu, hein. ok, Parce qu'on on parle souvent de financement. Le financement, je pense qu'il explique pas mal de freins, parce qu'on est quand même dans une situation où on se retrouve avec des niveaux d'activité, des ventes qui diminuent d'année en année. Et je pense que c'est un sujet important, oui. oui, bah oui, dans les entreprises, l'équilibre entre l'économie, voilà, Exactement. ok. Et Isabelle, est-ce que tu veux dire deux mots sur un peu cette collaboration, cette entraide, je ne sais pas comment l'appeler, que vous avez eue avec la cimenterie, voilà, Oui, pour... bah, je veux dire comme la mine, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la vidéo, il peut y avoir une confusion entre l'eau qu'utilise l'entreprise pour le process qui vient du canal de Provence et les bassins qu'on voit en photo, qui en fait sont des bassins, des eaux de ruissellement et potentiellement une source d'une rivière qui s'appelle la rivière Caravelle et Galade. Hmm. Et en fait, qui est un peu un résultat de l'activité de la carrière. C'est pas géré, c'est pas l'entreprise qui achète cette eau, en fait, elle vient du ciel. Et donc, nous, on travaille sur cette eau-là et pas sur celle du canal de Provence. Ok. Voilà. Et donc, bah oui, ça fait des années, en fait, que l'entreprise s'est ouverte à son environnement et donc, notamment, Ah, on est une association Axiamar et on est aussi membre FNE 13. Et on travaille avec l'entreprise pour voir comment relâcher ces eaux de ruissellement plus régulièrement dans la rivière. Voilà. parce que tu m'expliquais en fait que les gamins, en fait, on arrive à comprendre si tu peux expliquer Oui, donc voilà, pourquoi on a pris ce nom gamard? En fait, les gamards, c'est une petite crevette, mais qui résiste assez bien à la pollution.
la pollution qu'on va trouver après, hein, puisque la Farge, l'eau qui sort de la Farge n'est pas du tout polluée. Mais c'est après, petit à petit, sur son cheminement, il va y avoir des entreprises et autres pollutions. Et les gamarres, on sait que le cycle est complet dans une rivière si le gamard est parasité par un ver qui doit faire une partie de son cycle dans un poisson qui n'existe pas dans la rivière parce qu'il n'y a pas assez d'eau, quoi. Voilà. Oui, voilà. Si on aurait cette poisson, le cycle se fermerait, donc Ouais, voilà. Donc, il y a on quand même aurait. des organismes dans cette rivière, hein, mais la gamarre, c'est pas un signe de bonne santé. Voilà. Ok, oui, exactement. Et Pascal, une question. Euh, Toi, les difficultés que, je sais pas, quand tu parles avec les industriels, etc., qu'ils ont à justement activer ce plan sobriété hydrique, sont lesquelles? Est-ce que tu peux aider de dire, voilà, si vous devez faire ça, chercher, voilà, deux, trois conseils, en fait, pour mieux faire, voilà. Je pense, si j'avais un premier conseil, et c'est pas ce qu'il y a de plus facile, c'est de bien connaître l'origine de l'eau qu'ils utilisent. Parce que les gros industriels, pour certains, ils ont un fournisseur, par exemple la Société du Canal de Provence. Pour d'autres, ils ont un fournisseur, plus l'eau de la ville, plus l'eau qu'ils prélèvent dans un canal ou dans un ruisseau. Et il faut qu'ils établissent bien cette origine de l'eau, parce que suivant d'où vient l'eau, ils ne seront pas soumis aux mêmes restrictions, en fait. Et puis l'idée, ça a été dit, hein, l'idée c'est que on utilise, que les industriels utilisent le meilleur process qui existe pour utiliser le moins possible d'eau. L'idée, hein, je rappelle, l'arrêté sécheresse, c'est fait pour éviter qu'on soit en situation de crise, parce que là, en situation de crise, comme je l'ai dit dans le film, ça peut s'arrêter, l'activité peut s'arrêter. Donc, d'éviter d'en arriver à ça en étant plus sobre avant sur les situations d'alerte et d'alerte renforcée. Et ce qui fait que si déjà l'industriel a pris un process qui est très optimal, il n'y a aucune raison d'aller le réduire. Mais il faut qu'il l'ait fait. Ouais, ok. Ça, c'est un peu les trois points, un peu, voilà, éviter la crise, là, on l'a déjà dit, hein, Voilà. c'est ce qu'ils ont Et je fait. précise que dans la crise, on a intégré les besoins des milieux. C'est-à-dire que la crise, c'est pas simplement la remise en cause des besoins en eau potable, c'est aussi les besoins des milieux. Oui, voilà. Il faut bien le rappeler, hein, que les deux priorités, c'est l'eau potable et les milieux. Et Voilà. après, il vient l'agriculture, l'industrie et tout. On oublie souvent, mais en fait, les priorités à niveau de la loi, ce sont ces deux-là. Voilà. Le L211-1 du Code de l'environnement, c'est la base de la base. Oui, voilà. Mais souvent, on oublie parce qu'on pense que, voilà. Mais voilà, du coup, si on a des milieux qui sont en santé, ouais, on peut faire tout le reste. Donc, ça a l'intérêt de tout le monde, en fait, d'avoir des milieux qui fonctionnent pour que derrière, voilà, à part la biodiversité et les services qui nous rendent, mais il y a les activités économiques, parce qu'on le rappelle, hein, si sans eau, on n'a rien, en fait. Ni activité économique, ni vie, ni rien. Donc, il faut bien se rappeler ce petit point-là. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ou si entre-temps elles arrivent, moi, simplement, je rappelle on aura encore pour cette semaine une matinale sur le tourisme dans le Verdon, avec un camping qui a fait des économies d'eau avec un bracelet électronique. On verra ensemble. Sinon, dans 2 semaines, en novembre, entre le 14 et 17, excuse-moi, le 4 et 7 novembre, voilà, on reviendra encore sur l'agriculture dans le Var avec voilà, l'agroécologie et l'agroforesterie. Une collectivité, Montsartou, qui a créé une entreprise de public local d'économie mixte. Le canal de Carpentras, avec sa stratégie de mettre sous pression, et on verra un peu les pros et contre de cette action. Et le 7, pour terminer, on parlera de forêt, hein, parce que forêt et eau sont très liés, même si parfois on oublie. Donc, alors, comme promis, c'est 10 heures, hein, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie chaleureusement d'avoir participé. Et voilà, je vous invite à participer à les autres matinales qui viendront.
En tout cas, merci. Encore une fois, je vous retrouverai l'enregistrement de cet épisode dans notre chaîne YouTube si vous voulez la partager entre vos collègues et amis. Encore merci beaucoup à tous les intervenants. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci Au à revoir, vous. À merci. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.